Il est 15 heures passées de 20 minutes ici à Cocody Riviera Palmeraie, là où nous émettons sur les 3xw.l'intelligent.tv. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité constante au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format pour un décryptage plus pointu de l'actualité d'ici et d'ailleurs. L'actualité d'ici et d'ailleurs a été très riche et très abondante cette semaine, mais pour votre grand bonheur, nous avons fait le tri pour sélectionner les plus pertinents pour vous. Et justement, je vais inviter ici Cécile Mobieux qui est de l'autre côté du studio pour nous livrer le sommaire de ce soir. Cécile, bonsoir. Bonsoir Rebecca. Comment vous allez? Très bien. Alors Cécile, l'actualité, elle a été très riche cette semaine. Nous avons trié les sujets les plus pertinents, je l'ai dit. Quels sont donc les sujets de ce soir? Alors, merci Ibeka. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce soir aura deux parties, pardon. La deuxième partie sera consacrée au tirage au sort pour la constitution des poules de la CAN 2023. La cérémonie s'est déroulée le jeudi 12 octobre 2023 en présence du président de la CAF, à Abidjan-Port-Boué, au parc des expositions. Et puis la deuxième partie est dominée par des questions socio-politiques. Kandia Camara est élue présidente du Sénat de Côte d'Ivoire pour la législature 2023-2028, le jeudi 12 octobre 2023. Et puis actuellement, la Côte d'Ivoire est sans véritable gouvernement, on va le dire ainsi. Les Ivoiriens attendent toujours un nouveau Premier ministre et sa nouvelle équipe. À quoi s'attendre véritablement? Nous refermons ce sommaire avec la crise israélo-palestinienne, et voilà qui depuis quelques jours fait des morts. Voilà, nos invités présents sur ce plateau nous diront davantage sur ce conflit. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui pour le sommaire. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne suite d'émissions à toutes et à tous. Merci beaucoup Cécile, vous l'avez signifié, l'élection de Kandia Camara, l'attente du nouveau gouvernement ivoirien, le conflit israélo-palestinien, voici les sujets qui vont constituer la deuxième partie de cette émission avec les invités Dao Sekou et Michel Beta qui seront là, mais avant eux, deux invités sont avec nous sur ce plateau pour décrypter le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est tenue hier ici à Abidjan. Il s'agit bien évidemment de Zézé Vedance, dit Zézéto, ancien footballeur. Zézéto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Très heureux. Vous étiez avec nous l'année dernière pour Intellican pendant la Coupe d'Afrique au Cameroun. Exactement. Merci de votre amitié. Vous êtes sur ce plateau avec Capo Abdul et les journalistes des sports, Sport Mania. C'est bien cela? C'est bien cela. Bonsoir à vous également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous serons également avec Grace Diakou Bama, qui est journaliste sportif congolais. Il va intervenir via Zoom dans cette émission. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Accepter notre invitation, le temps pour nos techniciens de donner du son à votre intervention. Alors monsieur, on va tout de suite aborder le sujet pour s'intéresser à ce premier sous-point de cette actualité, le tirage au sort de la Côte d'Ivoire. On va chercher à savoir ensemble si ce tirage est clément pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui héritent de la poule A en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Messieurs, avant de vous prononcer sur cette question, déjà dans l'ensemble, comment vous avez trouvé ce tirage au sort, Zézéto? C'est un bon tirage. De toute façon, il n'y avait que de bonnes équipes. Et je trouve que le tirage est assez équilibré un peu partout. Donc voilà mon avis sur ce tirage. Donc après, on verra comment la CAN va se passer. D'accord. Capo? Oui, ça a été une très belle cérémonie. Une cérémonie riche en couleurs et en lumière. Le tirage s'est très bien déroulé.
De toute façon, le plateau il est somptueux. Toutes les grandes nations de football africain sont présentes. Donc, comme Zéto l'a dit, on attend de voir le début du spectacle en janvier. Grâce, est-ce que vous nous recevez? 5 sur 5, sans problème. Vous avez suivi sans doute le tirage au sort, vos premières impressions. Elles sont tellement bonnes. Je pense que le tirage au sort, comme on le dit, c'est toujours au hasard. Et je pense qu'il y a des nations aguerries pour pouvoir aller titiller ces titres-là de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'ensemble, l'organisation a été vraiment parfaite. Et moi, je dirais bravo à la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se tiendra déjà dans quelques mois. Mais si on va entrer tout de suite dans le premier sujet, tirage au sort des éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire hérite de la poule A en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Est-ce que vous pensez que ce tirage est clément en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire, Capo? Tirage clément. Je pense que le tirage sera clément sur le terrain. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur le papier, on peut dire que la Côte d'Ivoire, ça n'est bien sorti. Quand comparé à d'autres poules, voilà, et je me dis qu'en tant que pays organisateur, avec le passé de la Côte d'Ivoire dans cette CAN, Cameroun qui a des trophées, qui a raté aussi deux finales. Donc je me dis, la Côte d'Ivoire a la capacité vraiment de sortir de cette poule-là, peut-être en compagnie du Nigeria. D'accord. Zéto, est-ce que vous pensez comme Capo que la Côte d'Ivoire s'en est bien sortie avec des équipes comme le Nigeria qui est quand même championne d'Afrique aussi, dans la Guinée équatoriale et puis la Guinée-Bissau? Je pense aussi parce que quand je regarde les groupes, je vois les plus méritants pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais ça, c'est sur papier. Et puis après, il faut dire la Guinée équatoriale, très bonne équipe que j'ai vue aussi lors des CAN passées. Guinée-Bissau que je ne connais pas très bien. Mais je pense qu'ils doivent avoir une très bonne équipe s'ils sont arrivés là. Donc je pense que dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire peut s'en sortir quand même. Et je pense que le plus dur viendra après les sorties des groupes. Voilà. Alors, Grâce, votre avis sur cette poule des éléphants de Côte d'Ivoire qui vont affronter le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau durant la première phase de la compétition? Oui, moi je pense que c'est un groupe assez équilibré et qui donne aussi beaucoup de chances pour la Côte d'Ivoire de pouvoir sortir de ce groupe, comme l'a dit mes co-débatteurs sur le plateau. Et déjà, on voit c'est la nation organisatrice de cette Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire de pouvoir essayer un tout petit peu d'enlever ce sursaut d'orgueil devant la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, mais aussi il y a pas une surprise, mais c'est quand même une sélection, je dirais, bien organisée du Nigeria qui nous sort ces derniers temps de stars sur le continent européen. Donc il faudrait vraiment se méfier avec ces nations comme le Nigeria, mais attention avec les outsiders qui déjouent toujours le pronostic, à l'instar de la Guinée-Bissau, mais aussi de la Guinée équatoriale. Nous allons écouter à présent quelques personnalités qui ont bien voulu réagir au micro de Ange Kouadio, notre reporter qui était au parc des expositions pour le compte de l'Intelligent d'Abidjan, l'Intelligent TV. On les écoute et puis on revient pour la suite. Tirage. Tous les tirages, on le sait après. Bien sûr qu'on le sait après, mais sur le papier, c'est jouable. À nous à monter notre niveau de jeu, à nous à arriver au bon moment en forme. On sait qu'on a un privilège, c'est d'être chez nous et de jouer dans un stade comme un match d'ouverture de Cannes. Faisons le travail comme il faut. De poule, de la mort, de tout ça, c'est des thèmes journalistiques qui font mousser, qui créent le buzz, etc. Les 24 équipes qualifiées pour la CAN sont potentiellement capables de gagner la CAN. Moi, je ne sommerai pas dans le... Oui, c'est une poule facile, parce que si, parce que ça. Aucune poule n'est facile. Donc, nous allons respecter
la Guinée-Bissau, respecter la Guinée équatoriale, respecter le Nigeria et les prendre tous avec la même volonté d'avancer. Donc aucune poule n'est facile et aucune poule n'est une poule de la mort. Parce que de toutes les façons, pour passer, il faut affronter tout le monde. Donc pour moi, il s'agit que nous travaillons avec humilité, avec abnégation, à constituer le commando pour que le 13 janvier, le commando soit prêt. C'est un très bon tirage pour la Côte d'Ivoire. Je pense que si on n'a pas pu passer cette poule, ça veut dire qu'on ne pourrait pas gagner la Coupe d'Afrique. Or, il faut qu'on la gagne. Donc on va la passer. Ce n'est pas parce qu'il y a Nigeria. Si tu veux gagner une Coupe d'Afrique, il faut gagner toutes les équipes. C'est jouable. Hein? Voilà, le Nigeria qu'on connaît déjà, qui est un peu voisin, et la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Voilà, c'est deux pays hispaniques, parce qu'ils parlent espagnol et aussi le portugais. Donc voilà, vu que c'est en Côte d'Ivoire, je pense que c'est jouable. C'est une très belle poule. On joue des Guinées. Nous savons très bien que le football guinéen aujourd'hui, sinon des pays lusophones, est devenu un peu plus dynamique. On joue aussi le Nigeria, c'est ça? Et donc on pense que la poule est un peu relevée. Mais ça reste à Côte d'Ivoire, nous sommes à domicile. On va remporter le trophée et on est confiant. Alors nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour la suite de cette émission, la revue de presse grand format qui se fera en deux parties ce soir. Nous sommes la première partie qui est consacrée au décryptage du tirage au sort qui s'est tenu hier ici à Abidjan relativement à la CAN 2023. Mais si on a écouté ces différentes personnalités du monde du football, qu'est-ce que vous en pensez, Zézéto? Je pense qu'on est tous du même avis, hein, que le groupe de la Côte d'Ivoire est prenable. Mais comme on le dit, c'est toujours sur papier, le président de l'a si bien dit. Maintenant, sur le terrain, il faut se donner à fond. Je pense que la Guinée équatoriale et puis Guinée-Bissau, c'est des matchs pièges. Donc il faut vraiment les prendre à... Pourquoi ce sont des matchs pièges? C'est quoi le piège? Ça se situe où? Les pièges parce que voilà, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, le Nigeria a 3 ou 4 CAN. Donc on suppose que la Guinée équatoriale, c'est des équipes outsiders. Donc il faut bien se concentrer, il faut être bien, comme il a dit, un commando comme il faut pour qu'on puisse sortir du premier tour. Parce que là, il faut sortir du premier tour parce que ces deux matchs-là, c'est des matchs pièges. Parce que je sais que quand on jouera contre le Nigeria, on sera plus concentré parce qu'on saura que c'est une meilleure équipe. Mais contre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, il ne faudrait pas que les jeunes se voient déjà en train de gagner. Donc voilà pourquoi il dit que c'est des matchs pièges. Match piège, vous avez parlé de commando. Est-ce que vous pensez déjà que Jean-Luc Gasset a déjà son commando en place? Déjà, il faut sortir de ces matchs de poule pour espérer disputer le deuxième tour. Est-ce que vous pensez déjà, Zézé parlait du commando, est-ce que vous pensez que le commando il est déjà en place? Oui, je pense que le sélectionneur il a son équipe à 90% établie dans sa tête. C'est vrai qu'il a beaucoup essayé, il a beaucoup fait tourner l'équipe. Mais je me dis qu'il a... Quand on parle d'équipe commando, c'est-à-dire que c'est des joueurs confirmés qu'on va mettre sur le terrain, des joueurs qui sont prêts pour la bataille, des joueurs qui ont l'expérience de la compétition. Donc je me dis que l'équipe commando est déjà dans la tête du coach, même s'il a essayé de faire tourner. Et puis il a fait tourner aussi parce qu'à un certain moment, ces commandos qu'il voit dans la tête étaient indisponibles, soit par beaucoup de blessures, soit par des caprices du stade. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir son commando. Si à moins de 3 mois de la CAN, il n'a pas son commando en tête, c'est qu'il n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Grâce, vous avez suivi également ces réactions. On parle du commando de Jean-Luc Gasset. Votre regard, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a déjà son commando? La Côte d'Ivoire a déjà ces hommes qu'il faut pour aller chercher le Graal? Je pense que oui, mais on laisse toujours des ouvertures pour une équipe nationale et surtout la Côte d'Ivoire étant une sélection habituée à jouer déjà la CAN. Certes, cette fois-ci, les éléphants vont accueillir cette fête du football continental, mais quand même, jusque-là, je pense que la Côte d'Ivoire a ses commandos, mais il ne manque jamais de rares
même jusqu'à leur place en sélection. Et moi, je pense aussi qu'il faudrait garder l'ossature que la Côte d'Ivoire a, et ça va faire une bonne affaire pour cette grande sélection africaine qui déjà se retrouve dans un groupe, moi je pense qu'un groupe assez équilibré, un groupe très abordable pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, groupe très abordable, vous le dites, mais Zézé parlait de pièges, de matchs pièges avec la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Est-ce que vous y voyez aussi des pièges? Bien sûr, je l'ai dit d'emblée, c'est un groupe normal, un groupe abordable, équilibré, mais attention avec des sélections comme la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, qui sont des outsiders, qui viennent toujours déjouer tous les pronostics dans une compétition. Donc c'est les moments avec la Côte d'Ivoire d'essayer de pouvoir enlever ces sursauts d'orgueil pour les aborder en toute sérénité, aborder ces sélections comme vous jouez de grandes sélections du monde. Donc c'est comme ça, et surtout c'est la CAN, c'est la plus grande compétition sur la scène continentale, et ces sélections-là viendront pas en victime expiatoire, viendront avec l'espoir de pouvoir essayer de bouger la hiérarchie et de se faire aussi un nom aux côtés des grandes formations, des grandes sélections, voulais-je dire, comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Monsieur, un dernier mot avant de passer au deuxième sujet, Capo, sur ce groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que le groupe des éléphants, c'est un groupe qui va permettre à l'équipe d'entrer tout doucement dans la compétition, qui va permettre à l'équipe de monter en puissance au fil de la compétition, avant de vraiment retrouver les vrais débats à partir du deuxième tour, à partir des huitièmes de finale. Voilà, donc en tout cas, je pense que le tirage a été clément pour la Côte d'Ivoire afin de nous permettre de bien entrer dans cette compétition. Zézeto. Exactement, le groupe est abordable pour la Côte d'Ivoire. Comme Capo l'a si bien dit, ça va être des matchs tests, comme on dit. Et quand ils vont sortir des groupes, en ce moment, on verra peut-être une Côte d'Ivoire meilleure. Et en ce moment, on pourra vite juger. D'accord, alors messieurs, on va s'intéresser au deuxième sujet de cette première partie de l'émission qui est relatif au Sénégal, le champion en titre qui a hérité de la poule C en compagnie du Cameroun, le pays organisateur de l'édition précédente. Il y a également la Gambie et puis la Guinée-Conakry, voilà, ces équipes qui partagent la même poule avec le Sénégal. On a recueilli justement, grâce à Ange Quadio, les réactions du président de la Fédération sénégalaise de football et puis Aristide Bansé, ancien international burkinabé, qui a réagi également à ce tirage du Sénégal. Moi, je ne crois pas aux poules de la mort. Et la preuve, vous verrez, après la phase de groupe à Yamoussoukro, aucune équipe ne sera morte, tout le monde sera vivant. Donc il y aura des qualifiés et des éliminés. Et je pense aussi que si on devait parler de groupe de la mort, dans cette canne-là, je pense que tous les groupes seraient des groupes de la mort. Parce qu'en fait, il n'y a pas de groupe vraiment facile. Celui qui croit en venant ici qu'il est dans un groupe vraiment facile, il risque de rentrer très tôt. Parce qu'on sait que l'écart entre les équipes s'est beaucoup amenuisé dans le football africain. La dernière CAN nous a montré aussi qu'on a eu des équipes considérées comme des petits poussés qui en ont donné du fil à retordre aux autres adversaires. Donc je pense qu'il faut respecter chaque adversaire. Toutes les quatre équipes de chaque groupe doivent avoir les mêmes chances au début et le terrain va départager. Nous, on sait qu'on a un groupe avec des équipes valeureuses parce que le Cameroun n'est plus à présenter. Nous avons deux voisins. Donc c'est des derbys régionaux et un derby presque traditionnel du football africain, Sénégal-Cameroun. Et on sait à quoi s'attendre. Nous savons aussi que notre football a grandi, notre équipe a grandi, nos joueurs et notre staff ont un vécu commun de longue durée qui leur permettra, je pense, de pouvoir faire la différence dans cette phase de groupe et passer au second tour où les choses, certainement, si on sort de ce groupe-là, seront plus aisées. On tombe dans une belle poule, hein. On vient à la Coupe d'Afrique pour jouer des matchs de ce niveau. On ne va pas pleurer sur notre sort. Il y a 4 équipes, il y a 2 places à saisir, plus probablement une 3e place. Il faudra être très costaud. On a les champions d'Afrique, on a l'une des meilleures équipes compétitives du continent qui est le Cameroun. Et puis on a la Gambie.
pour nous, on a 3 derbys, Gambie, Sénégal et puis Cameroun. Il faudra être très fort et montrer qu'on n'est pas là par hasard et ça passe par des matchs comme ça. C'est vrai, le Sénégal est détenteur du trophée, mais vous voyez les CAN précédents et toutes les nations qui ont remporté la Coupe sont carrément sorties au premier tour. Et je pense que le Sénégal et toutes les nations qui vont croiser le Sénégal, ça va être une finale. Hein. Ça va être une finale, donc ça veut dire que ça va pas être vraiment facile. Voilà, donc je pense que tout est possible. Il n'y a pas de petites nations dans cette Coupe d'Afrique. Sénégal, Gambie, Cameroun, Guinée, Conakry. Alors, monsieur, cette poule-là est considérée par les spécialistes, les experts en la matière, comme étant la poule la plus difficile. Mais on a écouté le président de la Fédération sénégalaise de football qui dit « Je ne crois pas au groupe de la mort ». Pour lui, ce n'est pas un groupe de la mort. Capot. Bon, il est dit, peut-être qu'il trouve le mot mort. Il trouve le mot, peut-être un mot funeste. Sinon, il est bien conscient que c'est la poule la plus difficile de cette CAN parce qu'on a le Sénégal, le pays détenteur du trophée, qui est aujourd'hui à son meilleur niveau. On a le Cameroun, qui est une grande nation, l'une des meilleures nations de football en Afrique, qui chaque fois quand elle est en compétition, quand elle a le dos au mur, réagit toujours avec vigueur. Et on a la Guinée, qui est une très belle équipe avec de très belles individualités, qui est capable de tout. Voilà, même la Gambie, ce n'est pas une équipe à négliger. Donc moi, cette poule-là, c'est vraiment la poule de la mort. Zeto, poule de la mort, vous pensez que c'est du lourd pour le Sénégal, le champion en titre? Non, pas poule de la mort, mais c'est une poule assez relevée. Parce que quand je regarde bien Guinée, très bonne équipe que j'ai vu jouer, ils ont de très bons jeunes. Et la Gambie aussi, j'ai vu la Gambie jouer, très bonne équipe aussi. Donc pour moi, ça fait partie l'un des groupes les plus difficiles aussi quand même. Pas poule de la mort, mais plutôt une poule relevée comme... Une poule relevée, voilà. Une poule relevée parce que là, c'est assez du costaud quand même. Et il y a une autre poule aussi qui est assez relevée, peut-être on en parlera après. Mais je pense que cette poule-là, mais quand même le Sénégal, ils ont une très très bonne équipe avec des joueurs d'expérience maintenant, puisque ils ont gagné la CAN passée et ils ont d'autres jeunes qui sont venus se rajouter. Et ils ont une très belle équipe aussi. Et le Cameroun, comme on le sait déjà, le Cameroun a toujours une grande équipe. Même quand elle est dos au mur, elle arrive toujours à s'en sortir. Le Cameroun qui a eu quand même du mal à se qualifier pour cette compétition. Est-ce que vous pensez que ça n'agit pas un peu sur... ça ne peut pas agir un peu sur le rendement de cette équipe durant la compétition? Au contraire, c'est des matchs de haute tension. Donc quand tu sors de là, tu prends plus de confiance. Et les grandes équipes, il faut avoir des matchs difficiles pour savoir que tu es une grande équipe. Et le Cameroun a toujours montré que même quand elle est dos au mur, elle arrive à s'en sortir. C'est ça la marque des grandes équipes. Donc voilà un peu. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet pour le Sénégal. Mais comme je le dis toujours, tout ça c'est sur papier. Ben, sur le terrain, c'est un autre monde. Mais je sais très bien que le Cameroun et le Sénégal peuvent s'en sortir quand même. Okay. Grâce, vous avez écouté le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Est-ce que vous partagez ses propos? Vous pensez aussi, comme lui, que ce n'est pas la poule de la mort? La poule de la mort. La poule de la mort, je dirais non. Pourquoi? Parce que voilà, ce n'est pas quand même totalement emballé lorsque vous vous retrouvez avec une sélection comme le Cameroun et le Sénégal, bien sûr, bien que le Sénégal c'est le tenant du titre de la CAN, comme Sadio Mané et mes co-débatteurs qui sont sur le plateau, je dirais, c'est un groupe relevé pour cette Coupe d'Afrique de Nations. On sent qu'il y a deux grands. Il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, donc il y aura un derby, si je le dirais ainsi, entre le Lion. Donc ça sera aussi un match à suivre très important, mais aussi les outsiders comme la Guinée et la Gambie, c'est ça aussi le problème. Et en parlant de ce groupe, je voudrais aussi essayer d'essayer un peu de m'opposer aux propos tenus par El Hadji Diouf au sortir de ce tirage au sort en disant qu'aujourd'hui, le Sénégal est la nation que beaucoup sont en train de craindre. Moi, je dirais, bon,
c'est quand même une équipe comme toute autre nation. Elle peut jouer, elle peut perdre, mais il faudrait avoir quand même des discours aussi assez avec beaucoup de modestie lorsque vous avez des adversaires en face, parce que voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça peut faire mal pour une équipe nationale dans une compétition comme ça, et surtout c'est la CAN, ça va faire 2 ans depuis que vous l'avez remporté. Est-ce que c'est seulement le Sénégal qui va finir champion de cette Coupe d'Afrique des Nations? Et c'est la question qu'on aura sur l'ère de jeu, mais il ne faudrait pas essayer de minimiser des sélections comme ça. Moi, je n'ai pas aimé personnellement ces propos tenus lors de ce tirage au sort, essayer quand même de minimiser même le grand qui est le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, mais ça dit quand même quelque chose. Lorsque vous voyez une sélection comme ça dans un même groupe que vous, peu importe sa forme, vous devez vous poser des questions. Justement, parlant de ces propos de El Hadj Diouf, est-ce que c'est pas justifié quand on sait que le Sénégal, sur ces dernières années, a eu quand même de belles performances en termes de football sur le continent africain, en plus de la Coupe d'Afrique des Nations? Le Sénégal a remporté le championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que ces propos ne sont pas quand même justifiés au regard des derniers résultats du Sénégal? Je pense que le résultat, les belles performances, c'est à nous, journalistes, de pouvoir le constater. Oui, moi, je ne dis pas que El Hadji Diouf n'a pas raison, non, mais sa manière de parler, c'est comme s'il sabotait les équipes qui se retrouvent dans un même groupe que le Sénégal. Ce n'est pas une bonne manière de parler. Étant technicien, étant un footballeur professionnel, vous pouvez avoir de mots pour essayer de calmer quand même certaines choses et ne pas enflammer la toile pour faire plaisir au peuple sénégalais. Non, on sait que le Sénégal a une belle sélection ces derniers temps en Afrique, mais vous allez quand même voir la montée du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est premier classé en Afrique et je crois 13e sur la scène mondiale. Et qu'est-ce qu'on va dire de cette nation qui est le Maroc? Donc, pour moi, je pense que ça peut être justifié, mais ce n'était pas le bon endroit pour pouvoir le dire. Sadio Mané était là. Il a dit clairement que c'est un groupe relevé, puisqu'on se retrouve avec des nations comme la Guinée, comme la Gambie, et il y a aussi la Côte d'Ivoire, plutôt le Cameroun. Donc voilà, il faudrait avoir quand même cette fausse modestie pour pouvoir essayer de tourner un tout petit peu, voir le contour de la chose, mais aller direct pour dire que c'est la nation que beaucoup de nations craignent le plus. C'était pas vraiment un moment, soit le bon endroit de le dire. Zeto, je vous voyais acquiescer ces propos de la tête. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, c'est juste pour dire que il a fait du ala du fou. Vous savez comment il est. Voilà. Donc, mais est-ce que le Sénégal n'est pas une nation à craindre? Mais bien sûr, c'est un Sénégalais, donc il parle en tant que supporter. Donc voilà, c'est pas lui qui va jouer la CAN. Donc il parle en tant que supporter. Peut-être c'est pour encourager son équipe aussi. Mais il a raison quand il dit que voilà, le Sénégal est la meilleure équipe en ce moment. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, après, sur le terrain, on verra. Mais il a fait du ala du Diouf. Voilà, comme moi je dis. Alors, Capo, est-ce qu'on peut ne pas justement craindre quelqu'un qui est meilleur que nous? Oui, comme Zéto l'a dit, c'est celui qui ne connaît pas El Hadji Diouf qui peut être un peu étonné de ses déclarations. Et il le fait sciemment. Parce que quand on va en guerre, c'est vrai, on va les armes, mais il y a aussi la guerre des mots et tout. Voilà, mais pour moi aussi, en toute logique, le Sénégal fait partie aujourd'hui, vraiment avec le Maroc, des tout meilleurs. Donc c'est une équipe qu'il faut craindre. Voilà, mais il faut craindre le Sénégal. Mais dans le même temps, le Sénégal aussi doit respecter ses adversaires. Voilà, parce que le Sénégal ne doit pas se dire comme on est en pleine forme, on va étaler tout le monde aussi facilement. Voilà. Alors, monsieur, on sait que l'Algérie était championne d'Afrique en 2019 et en 2021 au Cameroun, le champion d'Afrique et l'Algérie est tombé au premier tour. Est-ce que ce syndrome-là peut se répercuter sur le Sénégal pour cette compétition? C'est arrivé plusieurs fois, donc ça reste du foot. Donc vous avez vu même la Champions League, celle qui gagne, à part le Real, quand une équipe gagne la Champions League, elle a du mal encore à se remettre en route.
Et je pense que c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qui fait justement cela? On sort d'une parce qu'en temps, les autres équipes, elles ont appris, elles ont progressé, elles viennent plus fortes et puis voilà, ça devient plus difficile. Donc voilà un peu, c'est ça le foot aussi. Tu gagnes aujourd'hui, demain tu croises une autre équipe, la même équipe, c'est plus les mêmes joueurs, c'est plus la même mentalité. Et voilà, c'est ça le foot aussi. C'est ça la magie du foot. Donc si avec une seule équipe qui gagne tout le temps, bon, ça ne serait pas du football. Le football, c'est ça, il y a des surprises et voilà, la CAN fait partie de ça aussi. Alors, Capo, est-ce que le Sénégal peut briser ce signe indien qui consiste pour les équipes championnes en titre de tomber au premier tour? Bon, je ne dis pas que forcément le Sénégal peut tomber au premier tour, mais ça peut arriver. C'est le football. Hein. On a déjà assisté par le passé à des crashs monumentaux de certaines sélections qu'on voyait déjà comme les super favorites. Ça arrivait à plusieurs. Le Sénégal va affronter les autres vont affronter le Sénégal le couteau entre les dents. Voilà, parce que c'est les champions sortants, il faut tout faire pour les battre. Et personne ne va se laisser surprendre par le Sénégal. Donc le Sénégal aura fort à faire. Et je pense que ça peut leur arriver de tomber au premier tour. Alors, ça peut leur arriver de tomber au premier tour. Capo le disait, on est face à une équipe qui est championne en titre. On est motivé, on veut tous battre cette équipe pour se donner de la contenance, de la visibilité. Est-ce que c'est une situation possible pour le cas du Sénégal? Avec tous les arguments pour pouvoir essayer de renverser la vapeur et d'essayer quand même de bouger la hiérarchie. Et c'est ce que peut-être les sélections qui se retrouvent dans un même groupe avec le Sénégal peuvent aussi les faire, mais déjà aller en guerre avec ces jeux de mots comme l'a dit Capo, c'est quand même pas du tout une bonne chose. Et moi, je pense que le Sénégal a aussi intérêt à maintenir sa bonne forme dans cette CAN. pourquoi pas. Sadio Mané même sur le terrain, plus que même lors de l'année du sacre au Cameroun, le Sénégal avait connu quand même des chemins difficiles au niveau de la phase de groupe. Donc il faudrait rester vraiment serein pour pouvoir enregistrer cette doublée. Certes, avec la coutume de la CAN, c'est un truc que tu ne peux pas respecter, à l'instar, à l'exception, voulais-je dire, de l'Égypte, qui l'a fait à 3 reprises. Mais après, on n'a jamais vu une sélection enregistrer 2 sacres de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ces signes indiens continuent toujours à exister, d'où il faudrait rester concentré pour pouvoir essayer de réussir ce doublé. Ce n'est pas une mince, je dirais, impossible pour la nation sénégalaise, mais il faudrait toujours rester concentré avec le sélectionneur Aliou Cissé et ses hommes. C'est bien noté, grâce à monsieur. On va partir maintenant pour le dernier sujet de cette première partie. Là, on va parler du Maroc, qui est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc a hérité de la dernière poule, avec la République démocratique du Congo, la Zambie et puis la Tanzanie. Voici donc les équipes qui vont affronter le Maroc pour la première partie de ce tournoi. Zézeto Venance, est-ce que vous pensez qu'avec ces équipes qui sont en face, le Maroc est épargné? Non, pas du tout. Le Maroc n'est pas épargné. Certes, ça reste l'équipe favorite, mais elle n'est pas épargnée parce qu'il y a une très belle équipe du Congo aussi qui est là. Une très très belle équipe de Zambie que j'ai vu jouer. Très belle équipe qui a même battu la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ça ne serait pas facile pour le Maroc. Donc, mais elle reste favorite quand même parce que voilà, elle a été demi-finale de la Coupe du Monde. Elle a des super joueurs. Voilà, donc pour moi, elle reste favorite. Mais sur le terrain, c'est un autre niveau. Donc je pense qu'il y a des matchs pièges aussi, comme je dis toujours. C'est surtout des matchs pièges. Donc il faudra que le Maroc aborde ces matchs très concentrés et avec beaucoup d'humilité. Capo, le Maroc s'est-il bien assorti avec ce tirage-là en tant que demi-finaliste de la Coupe du Monde? Sur le papier, c'est un bon tirage pour le Maroc. Mais comme Zéto l'a dit, c'est sur le terrain maintenant qu'il va falloir valider si c'est un bon tirage ou si c'est un tirage qui est compliqué. Mais déjà, la RDC, c'est une bonne équipe avec des stars en attaque comme Cédric Bakambu.
En défense, Chancel Mbemba. Quand il prend la Zambie aussi, on a vu qu'il a laminé la Côte d'Ivoire 3-0. C'est une très belle équipe, qui est une équipe qui joue collectivement très bien. Voilà. Et moi, il faut toujours se méfier des équipes qui jouent collectivement, qui ont une belle, avec des circuits de passe bien élaborés et tout. Et il y a la Tanzanie. Et la difficulté pour le Maroc, c'est que ce sont des équipes combatives. Ce ne sont pas des équipes qui vont venir ouvrir le jeu, mais ce sont des équipes combatives. Donc le Maroc va devoir aller au charbon. Vous pensez que le Maroc est une équipe combative aussi ou pas? Est-ce que sur le plan africain, c'est une équipe combative? Moi, j'attends de voir. Parce que j'ai l'impression que les joueurs marocains prennent un peu de haut leurs adversaires. Voilà, parce que quand ils voient les discours, même le comportement corporel des joueurs marocains, c'est cette impression que j'ai. Mais s'ils ne viennent pas vraiment se battre, ils risquent d'être désillusionnés. D'accord. Alors, Grâce, on est à présent avec vous pour parler de cette poule du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Votre pays, la République démocratique du Congo, figure dans la même poule que le Maroc, la Zambie et puis la Tanzanie. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si le Maroc est finalement épargné. On n'a pas encore le son de Grâce sur ce sujet. Alors, messieurs, on va permettre à la régie de tout régler et puis revenir. Mais pendant ce temps, on va écouter cette réaction de ce dirigeant marocain qui était à la cérémonie du tirage au sort. Il s'est prononcé sur la poule de son pays. Le du Maroc, il sera prêt pour la CAN, il sera un lion pour la Coupe d'Afrique. Et on ne va pas dire une surprise pour la CAN. L'équipe nationale, il va travailler avec des matchs amicaux. Il joue la Côte d'Ivoire le 14 octobre. Il jouera le Libéria juste après. Ça, c'est très bien pour nous parce que ça va nous mener indirectement à une préparation avant la CAN. Parce qu'on jouera, on va dire, une équipe anglophone et deux équipes, on va dire par là, c'est des francophones. Moi, je peux vous dire une seule chose, que le Maroc sera une équipe aussi dure pour la CAN. Le Maroc sera une équipe aussi dure pour la CAN. Ce sont les derniers mots de Youssef qui a réagi au micro de Ange Kouadio. Alors, Grâce, justement, votre avis sur cette équipe, cette poule du Maroc, une poule que le Maroc partage avec votre pays, la République démocratique du Congo, avec la Tanzanie. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous pensez que le Maroc est épargné au regard de son statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde? Alors, messieurs, on va continuer avec vous en plateau. On a écouté Youssef sur ce tirage du Maroc. Capo, votre avis sur ces propos qu'on a entendus? Ce sont des propos on voit qu'il est confiant. Il dit que le Maroc va venir en Lyon. Donc, ça montre les ambitions. Ce sont quand même des lions de l'Atlas. Oui, ce sont des lions de l'Atlas. Ça montre déjà les ambitions du Maroc. Je pense qu'après la belle Coupe du Monde réalisée par le Maroc, aujourd'hui, c'est clair, l'ambition du Maroc, c'est de remporter cette CAN. Et ça, les joueurs ne le cachent pas, les dirigeants ne le cachent pas. Et donc, il va falloir vraiment s'attendre au Maroc. Et, en tout cas, eux, ils se voient déjà vainqueurs de la CAN. Et est-ce que les autres équipes vont se laisser faire? On va voir sur le terrain ce que ça va donner. Justement, le Maroc va affronter les éléphants de Côte d'Ivoire demain, un match amical au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à la Zéto. Est-ce que vous pensez, Capo l'a dit, le Maroc vient aussi avec l'intention de remporter la CAN? Youssef l'a dit également dans ses propos. Est-ce que vous trouvez que le Maroc peut se positionner comme successeur du Sénégal? Bien sûr, après avoir fait une belle Coupe du Monde, je pense qu'ils ont envie de rééditer. Et c'est normal qu'ils viennent en confiance et tout. Et ils ont un rang à respecter parce que c'est une équipe africaine qui vient de jouer la dernière Coupe du Monde, une demi-finale contre la France. Même, je dis, bon,
n'ont pas eu beaucoup de chance. Donc vous avez vu les qualités un peu qu'ils ont, donc c'est normal. Je pense que s'ils ont, ils ont les ambitions de venir remporter la CAN, je pense que c'est tout à leur honneur. Voilà. Donc moi je pense que c'est une très belle équipe et je pense qu'ils iront là. D'accord, alors messieurs, c'est ici qu'on va mettre une fin à cette première partie de cette émission qui était consacrée au décryptage et à l'analyse du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dernier mot, Capo, votre pronostic pour cette CAN, qui voyez-vous comme vainqueur de cette CAN? Ça c'est compliqué. Bon, moi je vois le Nigeria. D'accord, le Nigeria. Zezeto? Je ne suis pas un bon pronostiqueur, donc c'est vraiment compliqué. Mais vous savez très bien que j'aimerais que la Côte d'Ivoire joue déjà la finale. Et puis on verra la suite, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à Zezeto Venance, ancien footballeur. Merci à Capo Abdul, journaliste des sports, à Sport Mania. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous aider à mieux comprendre ce tirage au sort. Merci également à Grace Diakou Bamba qui, pour des raisons des soucis techniques indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu l'entendre se prononcer sur cette poule-là de son pays, la République démocratique du Congo. Merci, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Merci à toutes et à tous. Ne partez pas, restez en notre compagnie. On se retrouve tout à l'heure dans quelques instants pour décrypter l'actualité sociopolitique de cette semaine. On parlera de l'élection de Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien. Et puis, on va s'interroger à quel gouvernement s'attendre. Ça fait maintenant une semaine que la Côte d'Ivoire est sans Premier ministre, sans gouvernement. Et puis nous allons terminer avec le conflit israélo-palestinien. Tout de suite sur l'Intelligent TV. De presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalid Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalid Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalid Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalid Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement
au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalil Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalil Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalil Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous Vous suivez toujours la revue de presse grand format. Vous êtes toujours sur l'Intelligent TV. Nous sommes vendredi 13 octobre 2023 et il est présentement 16h passées de 7 minutes. Nous sommes là pour la deuxième partie de cette émission avec nos invités. L'un d'entre eux nous a déjà rejoint dans ce studio. Il s'agit de Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. En attendant que nous soyons rejoints ici par M. Dao Sekou, analyste politique, spécialiste des questions de gestion des conflits. Monsieur Beta Michel, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à votre plateau. Et là, nous allons décrypter l'actualité socio-politique nationale et internationale. Nous avons 3 sujets à ce niveau. Le premier, il est relatif à l'élection de Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien, la chambre haute du Parlement de Côte d'Ivoire. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser au gouvernement de Côte d'Ivoire qui est en attente. À quoi s'attendre réellement pour ce qui est de ce nouveau gouvernement que nous attendons tous. Et puis, nous allons terminer avec le conflit israélo-palestinien que risque le monde. Voilà ainsi présenter les sujets pour cette deuxième partie. Alors, M. Beta, avant de vous laisser vous prononcer sur ces questions politiques, vous avez suivi quand même le tirage au sort de la CAN 2023. On connaît la poule de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dans la poule avec le Nigeria, et puis la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Impression déjà, comment vous avez trouvé ce tirage au sort? Bon, c'est un tirage au sort, hein. Comme on le dit, c'est le hasard qui a guidé le choix de chaque club dans une poule quelconque. Donc, je dis, c'est d'abord un tirage au sort. Il s'est fait dans les règles de l'art, dans une bonne ambiance, avec une belle animation chorégraphique et tout. Vraiment, moi, j'ai aimé un peu plus le décor, puisque je suis plus spectateur que acteur dans le domaine du football. Et pour tout dire, bon, nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a l'occasion d'honorer son public, en passant très vite le premier tour. Et vraiment, la suite, on verra.
Voilà, avec cette poule-là qui est représentée par deux Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, je pense que la Côte d'Ivoire peut valablement sortir. C'est une poule favorable aux éléphants de Côte Non, d'Ivoire. elle doit pouvoir valablement sortir. Hein? Voilà, même quelle que soit la poule, mais pour celle-ci, elle doit pouvoir valablement sortir. Et vraiment, nous pensons déjà au deuxième tour où nous aurons d'autres clubs à affronter, mais je peux dire que vraiment les éléphants doivent se mettre en tête que nous les attendons plus en finale qu'à toute autre étape. On l'espère bien, ça sera du 13 janvier au 11 février 2024. Mais en attendant le 11 février 2024, le 12 octobre 2023, c'est-à-dire hier jeudi, le Sénat ivoirien a connu son nouveau président, ou si vous voulez, sa nouvelle présidente, que vous voyez à l'écran, Kandia Kamisoko Kamara, ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du précédent gouvernement de Patrick Achi. Elle a obtenu 91 voix sur 97 possibles et 6 bulletins blancs. Monsieur Beta Michel, vos impressions, vos premières réactions face à cette élection de Kandia Kamara? Non, c'est sans surprise pour nous autres observateurs avertis de la scène politique. Déjà, les prémices se dessinaient. Mais ce qu'on observe, c'est que, comme je l'ai dit tantôt sur votre plateau, on constate toujours que le président est en train de récompenser ses amis. C'est une récompense. Non, il ne faut pas se le cacher. Non, il ne faut pas se le cacher. On avait d'abord un président du Sénat, qui était Oussou Jano, qui était un transfert du PDCI, qui n'a pas gagné une élection sénatoriale. Il n'a pas gagné une élection sénatoriale. On veut nommer des sénateurs. Mais on le prend, on le remet à sa place. Pourquoi aller chercher une qui n'est même pas sénateur, la nommer et en faire sa successrice, celle qui lui succède. Pourquoi on fait ça? Moi, je pense que là, bon... Est-ce qu'il y a un texte de la loi ivoirienne qui je dis c'est le président qui a voulu particulièrement récompenser Kandia, qui l'a mise là. Sinon, je ne vois pas en quoi les mecs de Kandia la mettent là. En quoi? Elle a été ministre de l'Affaires étrangères. C'est sur son magistrat qu'ils ont insulté proprement le président à l'ONU. Il n'y a même pas eu de réaction diplomatique de notre part. Encore pire, nos militaires ont été détenus au Mali. À quoi on a assisté? Un silence radio de Kandia pendant tout ce temps. Les ministres n'étaient pas là, on ne sait même pas. Encore pire, l'éducation nationale. Pour en revenir à l'éducation nationale. Dès son départ, on a fait les États généraux. Les autres ont dit, elle avait déposé notre éducation nationale à un niveau où c'est déplorable. Les États généraux l'ont démontré. Donc, bref, pour dire que pour moi, la désignation de Kandia là, c'est une récompense. Elle a quand même un parcours politique. Elle a été ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais son bilan a été sanctionné par un État général. Elle a été ministre des Affaires étrangères, ministre d'État. J'étais relaté des faits significatifs dans lesquels le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères était silencieux. Là où on attendait la réponse diplomatique de la Côte d'Ivoire. Rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit quand même sérieux. Il y a des postes qui méritent un certain parcours. Un certain parcours Quel type de parcours? Non, un certain parcours qui force l'admiration. Il y a des postes qui méritent. Il y a des personnes là. Dès qu'on les met à un poste, tu ne peux même pas, tu ne trouves pas à les dire. Parce qu'elles ont montré déjà dans certains niveaux ce qu'elles sont. Elle dit c'est le prix c'est la récompense de la fidélité. La récompense du sacerdoce. Je ne sais pas quel sacerdoce même. Elle a quelqu'un sacerdoce, on ne le sait pas. Bref, pour en revenir à la désignation de Kandia à l'élection de Kandia Kamara au Sénat. Moi, je dis, si ça ne tenait qu'à une élection, elle aurait été élue sénatrice, ça aurait été un peu plus, on aurait été plus à l'aise. Mais elle a été nommée. Il n'y a pas de distinction entre sénateur. Ça, c'est les tests. Mais tu sais, la légitimité. La légitimité là. La légitimité. On élit 66 et puis 33 sont nommés par le président. La légitimité. Pourquoi? Maintenant, quand tu le dis comme ça là, pourquoi on n'aurait pas nommé Oussou Jano et puis l'emmener encore à être président du Sénat? Pourquoi? Si tel est que... Peut-être qu'on vous dira par exemple au RHDP, à Oussou Jano qui a perdu les élections, il n'est plus légitime. Mais elle n'est même pas sénatrice. Elle n'est pas sénatrice. Donc on l'a nommée. Donc on aurait pu nommer Oussou Jano, c'est le président qui nomme. Comme vous le dites, ils ont les mêmes privilèges. Si tu es nommé, si tu es élu, vous avez les mêmes privilèges. On aurait pu mettre Oussou Jano. Moi je pense que là, le président a manqué de tact. Et il nous a montré encore une fois
que ceux mêmes qui ont fui le PDCI et les autres partis par le RDP, ils ont des faits valoir. Parce que quand on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. Et aujourd'hui, on vient de nous démontrer. Vous pensez que avec cette élection de Kandia Camara, le président Ouattara est en train de montrer tout simplement qu'il n'a plus besoin de... Il n'a plus besoin d'Aoussou Jano. Mais je me pose la question, mais si telle était la volonté du président de nommer un président du Sénat pour en faire, de nommer un sénateur pour en faire la présidente du Sénat, il aurait pu simplement, puisque Aoussou a quitté son parti où on voulait de lui pour rejoindre le RDP, il aurait pu continuer avec lui. Il aurait pu simplement continuer avec lui. Pourquoi il l'a enlevé? Pourquoi? Non, c'est lui ceux qui peut répondre, mais pour moi, c'est le signe évident que ceux qui ont quitté aujourd'hui leur parti politique pour rejoindre le RDP, ils n'ont qu'à se dire qu'ils sont des faits valoir et le jour qu'ils n'ont pas besoin d'eux, ils s'en débarrasseront pour mettre ceux dont ils ont besoin. Alors, M. Beta, vous allez nous permettre de communiquer le numéro à partir duquel nos téléspectateurs, nos internautes peuvent nous joindre justement pour donner leurs avis sur ce sujet qui est relatif à l'élection de Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien. Le numéro, c'est le 27 22 55 40 84. Je reprends le numéro, bien qu'il s'affiche au bas de votre écran. 27 22 55 40 84. Et puis, si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous n'avez qu'à composer tout simplement l'indicatif téléphonique plus 225 et vous faites cela de 27 22 55 40 84. Voici donc le numéro à partir duquel vous pouvez nous joindre pour donner votre avis sur cette question. Alors, monsieur, nous allons marquer une petite pause avec cette transition et puis on se retrouve tout à l'heure. De 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalil Koné, Cécile Mobio et leurs invités. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalil Koné, Cécile Mobio et leurs invités. Il nous a rejoint à l'instant sur ce plateau le second invité de cette deuxième partie de cette émission, M. Dao Seko, analyste politique. M. Dao, bonsoir. Bonsoir, Koné. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, vous n'avez pas manqué grand chose parce que nous sommes toujours à ce premier sujet que nous vous avons communiqué bien avant cette émission. Il s'agit de l'élection de Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien. Comment vous appréhendez cette élection? Je pense que c'est le prix de la loyauté, la fidélité, la constance dans les actions qu'elle a menées auprès du président de la République. Vous savez qu'en politique, les nominations souvent sont fonction de l'image qu'on affiche auprès du patron. Et en l'espèce, Kandia Camara est le prototype de la loyauté, de la fidélité vis-à-vis du président de la République. Et je pense que ce sont des qualités qui ont milité en sa faveur quant au choix qui a été opéré vis-à-vis de sa personne pour présider au destin du Sénat ivoirien. Donc ce n'est pas une surprise en tant que telle. Alors quand vous dites qu'elle a été, je veux dire, c'est les résultats de sa loyauté, sa fidélité au président Alassane Ouattara, ça dit que ceux qui pensent qu'elle n'est pas arrivée à ce stade-là, à ce niveau-là, pas mérite. Non, je pense que c'est une injure quand même qui est faite à la personne de Kandia, de dire qu'elle n'est pas arrivée là par mérite. Pour quelqu'un qui a été d'abord enseignant, n'est pas enseignant qui veut, mais qui peut, ensuite qui a été ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État des Affaires étrangères. On ne peut pas lancer une boutade de la sorte, dire qu'elle n'a pas de mérite. Je pense que c'est une injure faite à l'intelligentsia même dans son ensemble. Elle a les mérites qu'il faut. Et en politique, il ne faut pas occulter un fait. Vous savez, toutes les nominations politiques ne sont pas faites en fonction des diplômes. Il y a des nominations qui sont faites par la loyauté de la personne qu'on veut promouvoir.
Et il y a d'autres également qui sont en fonction de certaines contingences. Nous sommes en politique. Le président Ouattara, à travers sa nomination, il a une vision. C'est un monsieur qui a une vision claire de sa façon de diriger. Il a une vision. Donc, le choix des hommes qu'il opère répond à une stratégie, répond à une tactique. Et je pense qu'il connaît mieux Kandia que quiconque. Il sait pourquoi ce poste de président du Sénat lui allait à ravir. Donc, je pense qu'elle le mérite amplement. Intellectuellement, elle le mérite. Politiquement, elle le mérite. Et dans l'environnement même politique même dans lequel elle baigne, elle le mérite. Non, je voulais, parce qu'il a parlé de loyauté, sincérité auprès du président. Je crois que le président sortant n'a pas été loyal au président, c'est ça? Le président sortant n'a pas été loyal au président? Non, pas du tout. Aoussou a fait preuve de loyauté. Ouais, mais pourquoi aujourd'hui on le change? Mais Aoussou, il n'a pas été choisi, il n'a pas été élu. Quand il a été élu sénatrice? Mais elle a été nommée. Voilà, mais le président pourrait la nommer. Elle a été nommée. Il peut la nommer? Il peut la nommer? Non, je pense que Aoussou, ce qui a joué contre Aoussou, oui, si le président, après la débâcle aux élections municipales et régionales, je crois, de Aoussou, si le président venait comme ça le nommer encore comme sénateur, cela allait poser un problème d'éthique. Vous savez que M. Ouattara est très regardant sur les actions d'éthique pour la classe politique même ivoirienne et pour tous les observateurs. Pour quelqu'un qui a échoué à 2 élections cruciales, le nommer serait une porte ouverte à toutes sortes de fantaisies. Donc je pense que c'est ce qui a gêné le président. Sinon le président aurait pu le nommer. Mais je pense que là n'est pas le problème. C'est là le problème. Ils ont montré, Aoussou a déjà démontré qu'il n'a pas l'onction au niveau de ces régions où il briguait le poste de maire et de président du conseil régional. Et je pense, honnêtement, connaissant Ouattara, je pense que c'est dans la mort, dans l'âme, qu'il a dû se défaire de Aoussou. Sinon, pour nous qui avons suivi les actions d'Aoussou au niveau du Sénat, il a posé des actes concrets, des actes nobles durant sa présidence du Sénat. Avant votre arrivée, M. Beta disait que cette façon de fonctionner montrait que le président Ouattara n'avait plus besoin d'Aoussou Jamais. Il n'a plus besoin de lui, il se met débarrassé. Non, pas du tout. Vous allez voir que dans les jours à venir, Aoussou aura un point de chute. Vous savez, M. Ouattara, je ne le défends pas, mais M. Ouattara, pour moi, qui l'a observé depuis longtemps, depuis l'opposition jusqu'à la prise de pouvoir, c'est un monsieur qui est posé, il a une attitude policée, il n'est pas dans l'émotion, contrairement à beaucoup d'acteurs politiques qui sont dans les affects, au lieu d'être dans l'intellect. Il est posé, il sait les pas qu'il porte, qu'il pose, sont fonction de sa vision. Et vous verrez que les jours à venir, il trouvera un point de chute pour Aoussou. Mais ce qu'il nous a montré aujourd'hui, moi, de mon point de vue, ce qu'il nous a montré avec Kandia, c'est la récompense des amis. Parce que Kandia, imaginez-vous, quand il a été ministre des Affaires étrangères, je pense que j'ai appelé ça ici, il a été ministre des Affaires étrangères, et c'est sous son magistère qu'ils ont copieusement, méprisé même le président à la tribune de l'ONU. Elle a fait quoi? Encore pendant son magistère, nos militaires étaient détenus au Mali pendant plusieurs mois. On n'a même pas entendu. Elle était silencieuse. Mais moi, je crois qu'elle a montré son incapacité dans ce ministère-là. Encore pire, lorsqu'elle a quitté l'éducation, on était obligé de faire des états généraux. Ça a montré quoi? On était à un niveau très bas de l'éducation. Donc, il fallait remonter l'éducation. Donc, celle qui l'a succédé était obligée de faire des états généraux. C'est montré que Kandia, moi, je dis, c'est une récompense d'amis et c'est ce que nous constatons. M. Dao, que pensez-vous de ceux pour qui le président du Sénat devrait être un président élu, un sénateur élu et non un sénateur qui a été nommé par le président? Je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat, un sénateur qui soit élu, qui soit nommé. La Constitution ivoirienne donne le droit au président de la République de nommer 33 sénateurs. Dès lors que la Constitution donne cette prérogative, il n'y a pas de spéculer là-dessus. Mais vous parlez tout à l'heure de légitimité. Non, mais dès lors, parce que moi je me réfère à la Constitution. Si le président de la République avait pris sur lui-même, sans se référer au texte sacré qui constitue la Constitution, et il prenait de son bon vouloir de nommer un individu comme sénateur, là, il y aurait eu polémique. Mais la Constitution lui donne le plein droit de nommer un sénateur. Et dès l'instant où la Constitution donne cette arme-là, de nommer qui veut comme sénateur, mais cette même Constitution lui est loisible également de donner à la personne choisie le droit de briguer la tête du Sénat ou pas. Alors, monsieur Beta, est-ce qu'il faudrait légiférer sur ce cas-là? Il le faut très justement. Parce que moi, je pense que c'est la porte ouverte à moins d'efforts. Parce qu'il y a l'onction populaire
qui est la marque la plus, je dis, la plus importante pour des personnes qui doivent débattre des questions de loi. Parce que c'est la deuxième chambre de notre Parlement. Donc, il va parler de loi. Et pour parler des lois qui régissent la nation, il faut avoir l'onction populaire. Et cette onction populaire-là, quand elle manque à un individu, soit-il un représentant du chef de l'État, on a du mal à concevoir sa légitimité. Donc moi je crois que si ces questions-là, c'est vrai, comme mon débatteur le disait, le président a, au regard de la Constitution, la loisibilité, il est loisible pour lui de nommer des sénateurs qui ont les mêmes pouvoirs que ceux qui sont élus, mais de façon éthique, au regard de notre volonté de voir des représentants être vraiment des représentants, parce que ce n'est pas des représentants du chef de l'État, c'est des représentants du peuple. Il faut qu'ils aient une onction populaire pour être là-bas, surtout au Pêchoir. Alors, Kandia n'a pas été nommée président du Sénat. Elle a été élue par les sénateurs comme président du Sénat. Elle a été nommée sénatrice. Non, mais pas président du Sénat. Non, il faut faire la part des choses. Oui, mais voilà, elle a été nommée sénateur, mais les sénateurs également avaient le droit, le devoir aussi de récuser son choix. Mais s'ils l'ont fait, c'est que la légitimité dont on parle, mais elle l'a de fait. Est-ce qu'il y avait possibilité justement de récuser, puisque le Parlement, sinon le Sénat est dominé par le RHDP? Mais justement, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas à s'éterniser sur ces débats. De toute façon, qu'elle ait été élue ou nommée, le Sénat, ayant une forte coloration monocolore, aurait choisi de toutes les façons le candidat du parti, donc il n'y a pas lieu de polémiquer. Donc je pense que sur la question, dès lors que les sénateurs dans leur ensemble ont décidé de la porter au pinacle, il n'y a pas lieu de crier au loup. Alors monsieur, on va utiliser ce sujet comme un prétexte pour parler un peu de l'utilité du Sénat. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats ces temps-ci. Certains pensent que le Sénat est inutile, il faut le supprimer. D'autres, par contre, disent que non, il faut garder le Sénat parce qu'il a quand même son utilité, son rôle. Beta Michel. Non, le Sénat joue un rôle en matière de législation, de loi pour la République. Mais je pense que le débat a lieu parce que les gens estiment qu'il est budgétivore. C'est la question de budget qui est souvent évoquée pour justifier pourquoi on a un Sénat. Mais moi, je vais partir plus loin parce que ça s'explique. Si les gens sont arrivés à cela, c'est parce que le Sénat est monocolore. Il est monocolore. Il est dominé par un seul parti. Encore ce même parti est encore plus représenté encore à l'Assemblée nationale. Donc, c'est cette... je dis, il y a quand même des élections. Oui, non, je n'en discute pas. Mais on l'a dit. Les élections nous ont montré que le RRDP est arrivé à nous faire croire que le pays est retombé d'un parti unique. Et ça, c'est dommage. Parce qu'ils n'ont pas laissé la place. Quand je dis la place, dans la bataille électorale, on a vu leurs arguments. On a vu comment ils se sont comportés. Et ça montre un peu... toute la Sénat même, je dis étatique, qui a été mise contre l'opposition. Et ça nous a montré que le RDP utilise tous les moyens pour noyer l'opposition. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour une démocratie qui veut avancer comme la nôtre. Monsieur Dao, votre avis sur cette question? Non, mais moi, je trouve qu'il faut faire la part des choses. Tout pays sérieux, tout pays développé, tout pays qui aspire à un développement en politique a besoin du Sénat. Vous prenez dans le monde, tous les pays puissants ont un Sénat. Le rôle du Sénat, il faut bien comprendre le rôle du Sénat. Beaucoup d'hommes parlent du Sénat, non, c'est budgétivore, non. Le Sénat a les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, mais en réalité, le Sénat est un contrepoids des décisions prises en réalité. Voilà. Donc, lorsque les décisions sont prises par les parlementaires et que ces mêmes projets de loi sont soumis aux sénateurs, ils ont également la possibilité de récuser, ils ont également la possibilité de refuser certains projets de loi pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et dans ce cas, en fait, c'est une clé à la démocratie. C'est pour permettre que les lois qui seront portées devant la nation soient des lois vraiment qui aient connu l'assentiment de tout le peuple ivoirien. Donc, je pense que c'est un outil même à saluer. Et il n'est pas budgétivore, comme on le dit, il a sa place. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est de voir la qualité des gens qui animent le Sénat. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un club d'amis qui se retrouve là-bas juste pour des fins du mois alléchants. Non, il faudrait qu'ils jouent leur rôle. Il faudrait qu'ils jouent le rôle de contrepoids de l'Assemblée nationale pour que véritablement nous ayons une démocratie digne de ce nom.
Vous avez parlé du peuple ivoirien. Justement, le peuple de Côte d'Ivoire attend depuis quelques jours, depuis une semaine, son nouveau gouvernement, son premier ministre. On se souvient, le vendredi passé, le président Alassane Ouattara faisait sortir un communiqué pour signifier que le premier ministre était démis de ses fonctions et puis ça a suivi la dissolution du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc dans l'attente de ce nouveau gouvernement. La question qu'on se pose, à quel gouvernement s'attendre, M. Beta Michel? À quel gouvernement s'attendent? Les Ivoiriens attendent leur gouvernement depuis une semaine. Moi, je me pose la question, pourquoi attendre tout ce temps? Justement, la question, j'allais en venir. Pourquoi une semaine? Pourquoi attendre tout ce temps? Moi, souvent, j'en arrive à penser que le président fait des choses qui devraient nous interpeller tous. Parce que le gouvernement, c'est ce qui fait fonctionner un État. Aujourd'hui, vous arrivez à certains les affaires courantes sont gérées quand même. Non, les affaires courantes, c'est quelle affaire? Il faut savoir que les affaires courantes, ça ne rentre pas dans de nouvelles décisions. C'est dommage. Le pays a besoin de fonctionner, il y a des décisions à prendre. Et tout est bloqué pendant une semaine. Vous imaginez les opérateurs économiques, vous imaginez nous-mêmes qui sommes obligés tous les jours de travailler pour gagner notre pain. Comment on souffre de certaines décisions qui ne peuvent pas être prises? Mais c'est dommage. Je crois que si on était à un niveau de crise, on aurait pu comprendre ce temps mis pour former un gouvernement. Mais lui-même, il prend la décision de dissoudre le gouvernement. Mais il a préparé son gouvernement avant de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Il a aussi son agenda, lui. Oui, mais il a son agenda, mais le pays est plus important que lui, son agenda. Donc le pays est bloqué à certains niveaux à cause de ce gouvernement qui n'est pas encore fait. Et vous pensez que ça, c'est l'avantage de qui? Ce n'est pas l'avantage du petit peuple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président, vraiment, j'ai regardé cette situation-là. Au moins, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des débats pour un gouvernement d'union? Là, on peut dire, ben, écoute, il y a des tractations politiques qui puissent justifier ce genre de démarche-là. Mais on voit que c'est lui seul qui doit former son gouvernement avec ses hommes, comme il a toujours fait. Mais qu'il le fasse vite pour que le pays puisse avancer. D'accord, on vous a bien compris, monsieur Dao. Votre avis sur ce sujet. Monsieur Beta estime que l'attente elle est longue. Elle est lassante, elle est stressante et puis elle est inutile. À l'entendre parler, n'est pas trop au fait du fonctionnement gouvernemental. Oui, alors explique-nous. Il n'est pas trop au fait du fonctionnement gouvernemental. C'est-à-dire le fait de dissoudre un gouvernement n'entame en rien le fonctionnement des gouvernements. Ah non. Les affaires courantes. On dit les affaires courantes, il n'y a pas de décision. Monsieur Beta, on va l'écouter. Non, on va l'écouter, mais c'est lui qui n'est pas au fait. Non, monsieur Beta, on va l'écouter. Après, vous allez réagir. Le président, quand même, qui est un intellectuel averti, décide de dissoudre le gouvernement. Il ne savait pas dire que tout est arrêté dans ce gouvernement-là. Moi-même, j'étais au ministère hier. Les trucs veillent, les trucs fonctionnent comme il se doit, mais seulement que les gens sont un peu plus regardants sur la nouvelle mouture du gouvernement. M. Beta disait qu'il n'y a pas de nouvelles décisions qui sont prises. C'est ça les affaires courantes, il n'y a pas de nouvelles décisions. Mais parce que le ministre n'est pas là. Oui, mais justement, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il ne faudrait pas que ce temps de flottement soit un temps qui permette aux prédateurs, à n'importe qui, à ces vautours des administrations. Excuse-moi, il s'agit d'un pays. Monsieur Beta, on va l'écouter. Vous allez réagir de toute façon. Voilà pourquoi il est dit qu'il ne faudrait pas prendre des décisions qui engagent la vie de l'État dans ce laps de temps. Mais vous savez, cette dissolution rentre dans un contexte nouveau. N'oubliez pas, le contexte nouveau qui est là, c'est que Bédié est décédé. Le président Henri Konan Bédié n'est plus de ce monde. Et dans ce tel contexte, vous savez, la proximité, le respect que vous voyez le président Ouattara au président Bédié. Dans ce tel contexte, Bédié n'étant plus, eh bien, il faudrait qu'il prenne le temps, observer, pour voir dans quelle mesure intégrer toutes les forces vives de la nation dans ce gouvernement-là, afin que la Côte d'Ivoire amorce véritablement le processus de réconciliation et de cohésion. Si on vous comprend, cette attente-là, on devrait au finish se retrouver avec un gouvernement d'union. Bien sûr. Bon, d'union c'est trop dit, mais un gouvernement qui puisse comporter toutes les sensibilités politiques ivoiriennes pour répondre véritablement, pour épouser la vision du chef de l'État, qui est cette vision de rassembler les Ivoiriens. Ouais, c'est vrai. C'est pas ce qui nous montre dans cette nomination. Hein. Non, mais ça vient. Le gouvernement, c'est une autre paire de manches. Donc je pense que il a même reçu le professeur Kopli. Non, c'est encore était prévu avant les élections. Oui, même c'est prévu avant les élections, mais il a reçu. Donc je pense que les pourparlers sont en cours. Même, on a écouté le président du PDC
PDCI. Il a dit que c'était pour remercier le président Ouattara. Il faut dissocier le discours politique des faits. En politique, on dit mais pas qu'est-ce que tout. toi tu en sais? C'est les émotifs qui disent tout en politique. En politique, il y a des non-dits. Et puis, il y a ce qu'on dit publiquement, et puis il y a ce qu'on dit de façon officieuse. Donc, je pense que sur la question, il va falloir raison garder, observer le président dans sa démarche, et puis voir les jours à venir. Alors, M. Beta, est-ce que vous pensez qu'on va assister à nous? Non. Au PDCI, pour ce que je sais, cette question n'est même pas à l'ordre du jour. Demain, le PDCI s'en va à un bureau politique. Il s'agit simplement, il a un seul point à l'ordre du jour à ce bureau politique-là, la date du congrès électif, en vue d'élire un nouveau président au PDCI. Donc, ils n'ont même pas comme point le gouvernement. Le gouvernement n'est même pas un point de débat au PDCI. Le PDCI n'est pas le seul parti politique. Oui, je vais dire que, aussi, il a parlé de la rencontre du président avec le président du PDCI. C'est pourquoi je veux éclaircir ces points-là. Maintenant, pour ce qui est du gouvernement d'union, tu vois, en fait, comme il a dit en politique, bien que les choses se font dans la discrétion, mais on a des échos. Mais jusqu'ici, on n'a aucun écho de ce qui se fait en termes de gouvernement, d'union, bien de gouvernement qui rassemble. Moi, je crois que Ouattara va faire son gouvernement comme il a toujours fait avec ses hommes. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est le temps mis qui bloque un peu les activités du pays, parce que je sais que la Côte d'Ivoire, avec toutes les situations que nous connaissons, nous avons besoin d'aller vite dans nos actions. Parce qu'aujourd'hui, les populations courent sous le poids de la cherté de la vie, les populations courent sous le poids des difficultés économiques. Il faut trouver des solutions, et pour trouver des solutions, il faut un gouvernement qui va mettre en marche les actions en vue de mettre en marche les solutions. Alors on se demande à quel gouvernement s'attendre. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gouvernement réduit? Il y a quand même cet aspect aussi qui est évoqué par beaucoup de personnes qui estiment qu'au regard de la cherté de la vie dont parlait Beta Michel, il faut un gouvernement restreint. Moi, je voudrais surtout un gouvernement de rupture. C'est-à-dire vous savez, en politique, depuis la prise du pouvoir du président Ouattara en 2011, nous sommes habitués au même visage au sein du gouvernement. Et cela est de nature à éroder l'enthousiasme et la ferveur militante même des militants même de son parti. Puisque ces cadres qui sont au niveau du gouvernement ne sont pas les seuls méritants, ne sont pas les seuls intelligents en Côte d'Ivoire. Donc il est bon pour le président Ouattara, s'il veut rasséréner sa troupe, s'il veut gagner encore en confiance vis-à-vis de ces militants aujourd'hui qui crient sous les toits et qui se plaignent, il est bon qu'il fasse un mouvement de rupture, qu'il fasse appel à de nouvelles autorités, à de nouvelles compétences, que ce soit même au sein de son parti ou dans l'opposition ou partout en Côte d'Ivoire, pour créer les conditions d'un gouvernement véritablement qui puisse prendre en compte toutes les aspirations du peuple ivoirien. Un gouvernement de rupture avec cette vieille garde-là qui a assez démontré ce qu'elle pouvait faire et laisser la possibilité à une nouvelle garde de prendre la relève. Beta Michel, un gouvernement de rupture, non, il faut changer de visage. Est-ce qu'il selon vous, il y a des ministres de l'ex-gouvernement qui ne vont plus revenir? Non, ce n'est pas selon moi, c'est Ouattara qui décide, c'est le président qui décide. Mais moi, ce que je constate, c'est que je ne m'attends pas à une surprise. Je pense que Ouattara va reconduire. Pour vous, il n'y aura pas de rupture? Non, loin s'en faut. Juste des jeux de chaises musicales. Voilà, c'est tout. Parce qu'on l'a vu déjà avec les nominations. On prend un Ali Koulibaly qui a été déjà ministre, on le met à la chancellerie. C'est toujours les mêmes personnes. Donc, vous ne pouvez pas croire que ça va changer au niveau du gouvernement. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, mais bon, on attend de voir, mais moi, je ne crois pas. Je crois que Ouattara est dans son schéma habituel, c'est-à-dire mettre ceux qu'il estime être ses proches, et puis bon, la Côte d'Ivoire va continuer comme ça. Mais moi, je souhaite, pour ma part, qu'au niveau des problèmes que traverse notre population, que des solutions idoines soient trouvées. Quel que soit le gouvernement qui est là, vraiment, sur les questions telles que la cherté de la vie, les questions telles que le logement, les questions telles que la cherté du prix du carburant qui ne fait que grimper. Vraiment, il faut qu'on nous propose des solutions et non pas évoquer la vieille rengaine, la vieille litanie de c'est augmenté partout, donc c'est pourquoi ça augmente ici. Vraiment, c'est vrai, ça a augmenté partout, mais nous, on peut avoir des solutions qui nous sont un peu, je dis particulières. C'est pourquoi un gouvernement, c'est pour trouver des solutions. C'est pas pour pleurer, c'est pas pour justifier tous ces impairs. C'est pour trouver des solutions. D'accord. Justement, merci beaucoup à vous, messieurs. On va se retrouver dans quelques instants. Mais cette fois, ça sera pour évoquer le dernier sujet de cette émission, le conflit.
Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligente TV. Vous êtes toujours dans la revue des presses grand format. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission. Et là, nous parlons du conflit israélo-palestinien. Monsieur, depuis le samedi passé, les armes crépitent en Israël et en Palestine. Beta Michel, impression? Vraiment, c'est une tragédie qu'on a pensé être historique parce que depuis nos livres d'histoire nous a enseigné le conflit israélo-palestinien et puis même le conflit même qui avait embrasé l'Israël et tous les pays arabes autour. Bon, on a pensé que c'était fini et qu'on ne verrait plus ça, mais malheureusement aujourd'hui nous sommes obligés de vivre encore ce même conflit-là et de façon plus tragique parce que c'est sous nos yeux. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que ce conflit a du mal à trouver une solution. Et moi je pense que les deux parties gagneraient à s'asseoir sur une table de négociation. Quoi qu'on dise, rien ne peut se résoudre par la violence. Que tu sois fort, que tu sois faible, dès que c'est la violence qui est votre arme de dialogue, vous ne pouvez rien résoudre. Il faut un moment que vous asseyez pour parler. Et moi je crois que le monde entier a donné des pistes, des solutions à ce conflit-là. Il faut que les acteurs de ce conflit-là s'asseyent pour pouvoir explorer ces pistes-là, pour nous sortir de cette tragédie humaine. Parce que moi, je vis ça comme une tragédie humaine. Vous voyez, ce territoire qu'est la Palestine, c'est près de 6000 km². Donc, le monde entier se bat, on se bat là-bas 6000 km². Gaza, c'est près de 368 000 km². Donc, on est à près de 368 000 km qui fait Yopougon et une population de 500 000 habitants pour Gaza. Donc, vous voyez que les enjeux ne sont pas aussi énormes en termes de territoire, en termes de population, mais on peut trouver une solution. On peut trouver une solution. Pourquoi le monde entier est en train de se déchirer, en train de se tuer, en train de mourir, là où les populations ont besoin de vivre, les populations civiles sont les plus grosses victimes de cette tragédie-là. Vraiment, j'implore vraiment les décideurs et toutes les puissances de ce monde-là à amener les belligérants à s'asseoir pour trouver une solution. Parce que pour 6000 km², je pense qu'il y a la place pour tout le monde et tout le monde gagnerait à avoir la paix. Monsieur Dao, à la date du mercredi 11 octobre 2023, le bilan des victimes a été passé à 1200 en Israël et puis 1055 du côté de Gaza. Monsieur Dao, pour vous, que risque le monde avec ce conflit? Bon, je ne vais pas refaire l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a un conflit qui date de 1948. Exact. Bon, mais ça a commencé même en 1917. Le conflit réellement a commencé en 1917. Voilà, 1948, ça c'est de façon officielle, mais 1917 déjà, avec l'implication de l'Empire britannique à l'époque pour situer les différentes frontières et autres. Donc, bon, j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, à Gaza, est symptomatique de la profonde hypocrisie des Occidentaux. C'est-à-dire? Voilà, la profonde hypocrisie des décideurs du monde. Le problème, il est simple. C'est une guerre d'ego, une guerre d'orgueil, une guerre de mépris vis-à-vis d'une certaine population qu'on accuse à tort de terroristes, de violents, de hors-la-loi. Et l'opinion internationale, qui devrait être même l'arbitre de ce conflit-là, est juge et partie. Dès lors, en tant qu'expert en gestion des conflits, lorsque vous voulez porter fin à un conflit et que vous-même, vous faites preuve d'hypocrisie, vous faites preuve de parti pris, ce conflit ne pourra jamais avoir une issue favorable. C'est impossible. Dans le cas d'espèce, Israël bénéficie du soutien ferme et clair, sans embâche, des Occidentaux, des Américains, de toutes les puissances. Mais la Palestine aussi bénéficie de certains soutiens. Je viens, je n'ai pas encore fini. Voilà, laisse-moi aller au bout de mes idées. Donc, les Occidentaux soutiennent corps et âme, soutiennent Mauritius, Israël. Et puis, il faut voir en toile de fond. En toile de fond, c'est un conflit en toile de fond. Je dis bien en toile de fond, un conflit judéo-chrétien contre l'islam. Les Palestiniens sont vus comme des musulmans, donc de fait des terroristes. Donc il faut l'arrêter. Non, il faut l'arrêter. Non, je viens comme des terroristes, puisque dans l'imaginaire des Occidentaux, tous les terroristes sont des faits des musulmans. Donc la Palestine étant à forte majorité peuplée
de musulmans, Non, ils non, sont non. considérés, Dao, tous les actes s'il te plaît. perpétrés par Dao, les s'il te plaît, Palestiniens s'il te plaît. sont considérés comme des actes Monsieur terroristes. Beta, vous allez réagir. Si Non, c'est vous regardez dangereux. les chaînes étrangères, C'est les dangereux, chaînes, ces propos sont chaînes, dangereux et puis sont occidentales, de nature. vous verrez que les actions du Hamas sont considérées comme des actions terroristes et bizarrement, les actions d'Israël menées en Israël, à Gaza, sont considérées comme des actions normales. Je crois qu'il y a du deux poids, deux mesures. On vous a compris. Il va falloir faire très On attention. vous a compris. Il faudrait, je n'ai pas encore fini. Non, mais tu ne peux pas finir et puis on va te laisser. Il faudrait que la communauté internationale fasse très attention, sinon on risque de déboucher sur une guerre des religions qui pourra avoir des conséquences très graves. Non, mais c'est toi qui veux l'amener D'accord, ici. Moi, je dis Beta. simplement... Hein, La question, c'est que risque le monde, hein, c'est non, l'interprétation. mais ce point-là est dangereux parce que c'est des arguments. Hein, non, c'est un fait. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, on a vu le Hamas. Le Hamas qui est une armée qui n'est pas. Les gars, c'est même pas l'armée de la Palestine. C'est une armée, je dis, une armée terroriste. Il faut appeler les gens comme les autres. C'est une armée terroriste qui a attaqué Israël. Mais il a un droit de se défendre. Mais à la maintenant, suite on des dit, actions commises non, par Israël, non, s'il te plaît, on parle des faits qui expliquer. se sont déroulés ici. Donc, Israël a un droit de se défendre. Maintenant, ce que nous, on peut souhaiter, c'est que cette tragédie humaine qui s'est déroulée aussi bien en Israël, hein, par les tueries des Hamas, et qui se déroule actuellement à Gaza, puisse s'arrêter. Mais puis venir la mettre sur un plan religieux, mais les religieux sont partout. Mais tu vois, en Inde, les religieux se battent. Les religieux sont partout. Ils ne sont pas seulement là-bas. Donc vraiment, il faut éviter ce genre de, cette manière de cataloguer le conflit en voulant le réduire à une guerre religieuse. Non, mais c'est ce que tu fais. Et c'est dangereux. Moi, je dis toujours. Non, ta réalité n'est pas la réalité. La vérité. Tu peux t'inventer des guerres religieuses, mais c'est pas là-bas. La Palestine est considérée comme un État terroriste parce qu'elle est peuplée de musulmans. Non, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Les et donc tu penses quoi? L'imaginaire des Occidentaux. De ton imaginaire. Dans ton imaginaire. Le musulman, il est terroriste. Non, dans ton imaginaire, dans ton imaginaire. Donc ce conflit-là ne pourra jamais trouver une issue. Non, s'il te plaît. Si les Occidentaux, non, cette lecture, ce prisme religieux qu'il colle au Hamas, il faudrait qu'ils en sortent. S'il te plaît. Il faudrait qu'ils se disent que c'est un peuple qui est primé, c'est un peuple qui a été matisé par Israël et que donc le peuple est en train de se venger. Il faudrait trouver, une nouvelle solution pour dire non, arrêtez les conflits. Israël. Mais c'est pas ce que toi tu veux. Toi tu dis c'est un conflit religieux et ça va se faire. Les conséquences. Actuellement, on accuse l'Iran, on accuse l'Iran déjà. On accuse l'Iran de soutenir le Hamas. Mais c'est depuis toujours. Donc c'est depuis toujours on accuse l'Iran. On accuse Hezbollah. Non, faut éviter ce genre de réduction là. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Merci à tous les deux d'être venus pour vous prononcer sur ces sujets-là, aussi passionnants les uns que les autres. Merci infiniment, Dao Sekou, analyste politique, consultant. Merci, Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Sans doute qu'on pourra venir ici pour décrypter l'ossature de la nouvelle équipe gouvernementale. Et puis, que cette fois, le président accepte de libérer les Ivoiriens avec le gouvernement. Parce que là, bon, ça dure. D'ici vendredi, le nouveau gouvernement sera mis en place. Non, c'est nos souhaits. Voilà, on a souhaité que ça soit fait avant. D'accord. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis à très bientôt. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis restez toujours avec l'intelligent. Au revoir.